Alors, normalement, l'enregistrement a démarré. Ok, donc bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui à cette réunion. Donc, c'est la deuxième réunion de notre projet Think Tank, qui est un groupe de réflexion qu'on a voulu mettre en place pour réfléchir sur les problématiques qui sont liées à la société togolaise. Donc là, vous avez en page de garde cette première présentation, enfin cette première dénomination qu'on a faite, qui est vouée à évoluer, hein. Donc ne vous inquiétez pas pour la présentation un peu rapide, un peu sommaire, mais c'est voué à évoluer, hein, et à être amélioré. Donc, lors de notre première présentation de dimanche dernier, on avait eu donc pour ordre du jour donc, la présentation des membres fondateurs du groupe, la présentation du projet du groupe, le choix du nom du groupe, le choix du format approprié, des thèmes et du calendrier. Et ensuite, en dernier point, on a vu les propositions diverses. On commence tout de suite par les présentations. Donc, les membres du groupe sont donc Monsieur Sename Agbodjimou, architecte, anthropologue et entrepreneur résident au Togo. Monsieur Akintoe Aguiar, ingénieur fonctionnaire résident en France. Monsieur Assobavi François, chef d'entreprise résident en France. Et votre serviteur, rédacteur, Monsieur Edem Agbodjimou, fonctionnaire des impôts résident en France. Donc, on avait donc, lors de cette première réunion, essayé de définir rapidement, succinctement, le projet du groupe. Et on avait convenu que le groupe était apolitique et qu'il avait pour but, hein, et il se veut, un groupe de réflexion sur des sujets de tout ordre, économie, écologie, sociale, santé, sécurité, urbanisme, éducation, droits humains, environnement, tous ces sujets qui touchent à la société togolaise. On partait d'un constat qu'il y avait un manque d'intérêt des citoyens pour la gestion de la chose publique et on voulait à ce manque d'intérêt apporter des éléments de compréhension qui permettent de décrypter le fonctionnement des institutions publiques togolaises afin de permettre à chaque citoyen de pouvoir participer au débat public de façon éclairée. Et pour ce faire, nous avons voulu vulgariser et mettre à disposition des citoyens des informations scientifiques présentées de façon didactique dans le but d'en faciliter l'accès et l'appropriation par le plus grand nombre avec le soutien éventuel d'experts idoines. Et donc, on a ensuite débattu de la dénomination du groupe. Au départ, j'avais proposé le nom Think Tank Vision pour le Togo et on avait convenu qu'il fallait inscrire une dimension concrète, un peu plus concrète dans ce nom. Donc, on a ajouté le terme action. Donc, le nom retenu pour l'instant, c'est Think Tank Vision et Action pour le Togo. Et le diminutif, c'est TTVAT. J'ai procédé donc à la création du groupe Facebook du même nom, qui est fermé dans un premier temps, comme on a tous convenu, et qui sera ouvert, qui sera au fur et à mesure progressivement ouvert au public, une fois qu'on en aura un peu étoffé le contenu. D'accord. Ensuite, j'ai créé l'adresse mail du groupe, ttvat2021@gmail.com. Et le mot de passe que je vous ai communiqué en message privé un peu plus tôt dans la journée. Alors, on est passé ensuite au format et au thème abordé. Lors de la discussion, on a échangé sur le format qu'on pouvait adopter pour ce projet-là et on a conclu qu'il fallait procéder par cycle de mini-conférences d'une durée d'1 heure
ouverte au public via une plateforme. Pour l'instant, on a commencé par la plateforme Zoom, mais je pense qu'on pourra évoluer vers une plateforme un peu plus pratique, un peu plus facile d'utilisation à l'avenir. Et ces mini-conférences se dérouleront 2 fois par mois, les dimanches à 17h, heure de Paris, 15h, heure de Lomé. Et chaque cycle sera consacré à un thème choisi par les membres. Chaque mini-conférence portera sur un aspect de ce thème et une présentation préalable en interne sera possible à la demande des membres. Et chaque séance qui portera donc sur un aspect du thème débutera par un exposé de 10 à 15 minutes, suivi d'un échange entre les membres, les experts invités et éventuellement les auditeurs auxquels on ouvrira le débat plus tard. Ensuite, pour des raisons pratiques, on désignera un modérateur pour organiser les interventions des participants, la prise de parole et le temps de parole. On avait convenu aussi que les séances seront enregistrées et publiées dans le groupe Facebook du think tank et que les exposés seront sauvegardés pour constituer un fond documentaire pour le groupe. Et à la fin de chaque exercice, il avait été proposé de rédiger ou soit un livre blanc ou des documents de synthèse qui seront tenus à la disposition de tout acteur public, notamment les organisations de la société civile, les législateurs, les représentants locaux, les administrateurs centraux, pour ne citer que cela, pour pouvoir leur faire profiter de l'intelligence qui sera émergée, qui pourra émerger de nos discussions. Et donc, ensuite, j'ai rajouté lors de la rédaction de ce compte-rendu un élément de méthodologie, voilà, qui me semblait peut-être essentiel pour, comment dire, pour bien ordonner nos propos et faciliter aussi la compréhension pour les personnes qui viendront nous suivre après. Donc, ce serait donc un traitement des différents sujets suivant une démarche scientifique qui va reposer sur des données et des études officielles portant sur la réalité togolaise. Et en matière de méthodologie, j'ai donc ajouté la méthode QQOQPC qui, quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. C'est la méthode habituelle qui est utilisée souvent quand on était à l'université ou au lycée. Je pense que c'était quand même assez connu de tout le monde, ça. Et même souvent utilisé encore aujourd'hui par les journalistes, par les grands journalistes pour la rédaction de leurs articles. C'est une méthode quand même qui a fait ses preuves et je pense que ça peut nous aider à être très compréhensible pour les autres. Sinon, on peut aussi proposer un plan didactique, thèse, antithèse, synthèse, ou un plan chronologique, ou un plan comparatif. Voilà pour les éléments de méthodologie. Ensuite, le format. Donc, on a décidé aussi qu'on déciderait du calendrier à l'avance pour nous permettre de pouvoir préparer les exposés à l'avance et obtenir les informations, les renseignements et les informations dont nous avons besoin en contactant les personnes savantes, hein, les sachants. Donc, on s'est dit que ça prendrait du temps, donc il fallait qu'on s'accorde sur un calendrier à l'avance. Et je pense que on l'a fait à l'issue de la dernière réunion et peut-être qu'on le fera à l'issue de la dernière du dernier exposé qui sera présenté dans ce premier cycle. Voilà, si vous êtes d'accord. Donc, au cours de cette réunion, on a donc décidé, compte tenu de l'actualité, d'aborder un premier thème qui est les vaccins. Voilà. Les vaccins sont donc le premier thème qui sera abordé et ce thème est découpé en plusieurs sous-thématiques, notamment les généralités sur les vaccins dont le traitement est confié à François, le cadre juridique de la vaccination qui m'est confié, les aspects marchands des vaccins qui est confié à Sénamé,
et la responsabilité et les assurances relatives au vaccin confiées à Akintoye. Ensuite, à la fin de notre réunion, on a donc reçu des propositions, diverses propositions de la part de tout le monde, dont une est essentielle de la part de François, qui nous proposait de penser à formaliser le groupe, à savoir de doter le groupe d'une personnalité, de la personnalité juridique. La forme juridique sera à choisir. Donc, rédiger des statuts, rédiger un règlement intérieur et mettre en place un système d'adhésion des nouveaux membres. Donc, je pense qu'on en reparlera au cours des réunions à venir et peut-être passer à la vitesse supérieure pour formaliser ce groupe, sûrement, je sais pas, dans les jours à venir. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on a un groupe Messenger et les idées, j'espère, si vous avez des idées, j'espère que vous n'hésiterez pas à les soumettre dans ce groupe-là pour qu'on puisse en débattre. C'est aussi pour ça qu'on a créé le groupe. C'est vraiment pour instaurer un échange entre les membres. Et si vous avez des idées qui vous passent par la tête, ne les laissez pas s'envoler. Essayez de les mettre par écrit. Même si on ne les traite pas sur le coup, au moins c'est là, c'est écrit, on reviendra dessus et puis on en débattra après. Voilà, je vous remercie pour ça. Ensuite, les thèmes qui ont été proposés dans le débat sont donc la notion d'intérêt général, la notion du service public, le rôle de l'État et le rôle du citoyen, la fiscalité, l'éducation, le système de santé, le rôle des représentants élus nationaux et locaux, le rôle des partis politiques et la discipline de groupe. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est une liste qui est appelée à s'étendre au fur et à mesure de nos réflexions. Alors, et à la fin, je vous présente là le calendrier qui a été arrêté pour l'instant. Donc, dans un premier temps, on a les généralités sur les vaccins qui est traité par François. L'échéance est aujourd'hui, donc François nous fera sa présentation aujourd'hui. Ensuite, il y a les aspects juridiques de la vaccination que je traiterai dans 15 jours. Les aspects marchands des vaccins qui sera traité 15 jours après par Sénamé. Et les responsabilités assurances relatives aux vaccins qui sera traité donc le 30 mai par Akintoye. Voilà en tout une introduction à notre groupe. Donc, je vais passer la parole tout de suite à François pour qu'il puisse nous faire sa présentation sur les généralités sur les vaccins. Merci à tous. Bien, merci à Hélène pour sa présentation. Donc, je vais aborder le premier thème qui est les généralités sur les vaccins. Je vais d'abord, pour aborder ce thème, je vais d'abord faire un petit rappel sur ce que c'est que l'immunité, parce que ça permet de comprendre en fait le rôle des vaccins. Il faut savoir que, donc je vais faire une forme de comparaison avec un État, en disant que lorsque nous prenons un État dispose d'une armée et que l'armée permet de protéger non seulement le territoire, mais aussi de combattre les ennemis. Donc voilà. Donc cet exemple permet de comprendre que notre corps, c'est comme dans cet État, ce pays, et aussi ce corps a une défense, une protection, et lorsque notre corps est attaqué par des bactéries ou par un virus, il existe un système de défense qui est une barrière de protection qui va essayer de détruire cette bactérie ou bien ce virus qui nous attaque. Cela suppose que nous disposons déjà des armes. Donc, je fais toujours l'analogie avec l'État, c'est-à-dire que nous disposons des armes et une armée avec des armes, et ces armes sont utilisées pour détruire ou bien pour contrecarrer l'élément pathogène qui rentre dans le corps.
Donc, comment on le fabrique? On fabrique ces armes ou bien ces éléments on appelle les anticorps. On les fabrique toujours en ayant un contact avec soit l'agent pathogène. C'est pour cette raison que pendant l'enfance, les enfants ils tombent souvent malades et c'est pendant l'enfance qu'on fabrique ces armes-là. Et donc, lorsque nous ne disposons pas de l'arme, puisque c'est ce qui a entraîné la fabrication de vaccins, c'est-à-dire qu'il est arrivé à ce que les corps soient attaqués par le passé et que le corps n'arrivait pas à se défendre. Et donc, qu'est-ce qui a amené à fabriquer les premiers vaccins? C'est-à-dire que déjà depuis l'Antiquité, les Chinois avaient remarqué que lorsque certaines personnes étaient ou bien étaient en contact avec certaines bactéries ou bien certains virus, ou bien déjà lorsqu'ils tombaient malades suite à, je sais pas, suite à une maladie infectieuse, les Chinois avaient remarqué que les personnes, une fois attaquées une fois, ne refaisaient plus la maladie. Donc, l'idée venait de là, en sachant que donc, une fois qu'on a été en contact avec une maladie infectieuse, notre corps développait directement une sorte de protection, une sorte d'armée pour contrecarrer ou bien pour attaquer éventuellement si la même maladie se présentait. Et dans les années 1796, il y avait un médecin de campagne en Angleterre qui s'appelait Edward Jenner et avait remarqué que chez les femmes, parce qu'il y avait des femmes qui étaient qu'on appelle les treilleuses du lait, c'est-à-dire que c'est elles qui traillaient le lait chez les vaches, et ces vaches-là avaient une maladie qu'on appelle la vaccine. Et donc, ce médecin avait remarqué que les femmes qui étaient les treilleuses, dès qu'elles étaient en contact avec le virus de la variole, elles ne faisaient pas la variole. Donc, c'est à partir de là qu'il a déduit que, en fait, c'est comme si la vaccine, qui était une maladie infectieuse chez la vache, protégeait les humains contre la variole. Et pour affirmer sa thèse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a injecté à un enfant qui souffrait de variole, il a injecté la vaccine, il a prélevé la vaccine, il a injecté. Et il a remarqué que quelques mois plus tard, l'enfant était guéri de la variole. Donc, du coup, il a tiré la conclusion selon laquelle l'agent pathogène de la vaccine était quelque part aussi le même agent pathogène contre la variole. Et un siècle plus tard, partant de cette étude, un siècle plus tard, en fait, on parle de Pasteur comme si Pasteur a découvert les vaccins, mais Pasteur n'a fait qu'il a repris un siècle plus tard cette expérience qui a été réalisée avant par ce médecin anglais. Et donc, ce qu'il a fait, il a conclu, il s'est seulement dit, bon, si ce médecin anglais avait fait cette expérience, c'est qu'en prenant les agents pathogènes de toutes les maladies infectieuses, on peut les guérir. Et c'est de là qu'il a développé les vaccins, et les premiers vaccins contre la rage, qui était le premier vaccin découvert par Pasteur en France. Donc, je viens de vous faire un peu l'histoire de comment on est parti pour découvrir les premiers vaccins. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'un vaccin fait? Un vaccin, comme je viens de l'expliquer, on tire la conclusion qu'un vaccin, c'est quoi? C'est tout simplement une préparation contenant un micro-organisme, ou bien tout simplement des germes d'une maladie qu'on va injecter à un individu et déclencher chez l'individu, en fait, une production de ces anticorps. Donc, si je prends le cas d'un virus, on va prélever soit un virus et on va l'injecter et au contact, notre organisme va automatiquement développer une armée ou bien des armes pour aller contrecarrer ce virus qu'on vient d'injecter dans le corps.
OK, donc, de façon, j'essaie de ne pas utiliser le terme technique pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, de façon générale, c'est ça, en fait, un vaccin. Un vaccin, c'est seulement un micro-organisme ou bien un germe qu'on introduit dans le corps et qui permet de développer des anticorps. Et ces anticorps iront combattre la maladie ou bien l'infection. Donc, ce principe qui consiste à injecter un matériel ou bien un agent infectieux se présente seulement de plusieurs façons. Soit on prend le virus même qu'on veut combattre, on le prend et on l'atténue, on l'affaiblit pour que nous ne faisons pas la maladie. Sinon, au lieu de combattre la maladie, on introduit la maladie dans le corps de la personne. Donc, on va prendre le même virus, on va l'atténuer et on va l'injecter. On va injecter la forme très, très atténuée qui est pratiquement inoffensive. Du coup, notre organisme va réagir et va fabriquer les anticorps pour pouvoir combattre ce virus ou cette maladie infectieuse. Ou bien, on va prélever un virus étranger qui n'est pas le virus qu'on veut combattre. On prend un virus étranger et on va prélever soit une partie du virus qu'on veut combattre et on va l'introduire dans le virus étranger. C'est le cas du vaccin AstraZeneca. AstraZeneca, en fait, c'est un virus d'un chimpanzé qu'on a prélevé et on a introduit dans ce virus des chimpanzés. Si vous prenez vous voyez souvent comme est représenté le virus de la COVID-19, vous voyez qu'il y a c'est comme s'il y a des pointes autour de ce virus. Donc, on va prélever un de ces pointes-là qu'on va introduire dans le virus étranger et on va l'introduire dans le corps de la personne et l'état sera aussi de développer une protection ou bien des anticorps. Et le troisième principe qui est totalement nouveau, qui n'a jamais été fait, qui a été seulement développé à cause de la COVID-19, c'est le vaccin qu'on appelle ARN messager, qui consiste tout simplement à prélever une partie de notre ADN. Vous savez tous que l'ADN qui est contenu dans les cellules est porteur, en fait, de nos caractères. C'est-à-dire que les caractères que nous héritons de nos parents sont contenus, en fait, dans notre ADN. Et c'est l'ADN qui est, en fait, notre patrimoine, qu'on appelle souvent le patrimoine génétique, qui permet de contenir tous nos caractères. Donc, comme on veut tuer le virus, on va prélever l'ADN de ce virus, qui contient quelque part aussi son bagage génétique, et avec l'ADN qui va être introduit dans le corps, qui va être injecté pour que notre système immunitaire puisse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'enregistrer et de comprendre le fonctionnement de ce ARN ou bien de ce patrimoine génétique, et il va développer en conséquence une protection ou bien des anticorps là-dessus. Donc, voilà les trois types de vaccins que nous avons actuellement dans le monde. Donc, je résume. Il y a le vaccin qu'on appelle qui est le vaccin et le virus, le vaccin qui est constitué à partir du virus vivant ou bien de l'agent pathogène vivant qu'on va atténuer, qu'on va affaiblir totalement et on va l'injecter. Et le second cas, ce sont les vaccins qu'on appelle les vaccins inactivés, qui sont fabriqués à base d'un autre virus totalement, mais à l'intérieur duquel on va mettre le virus à tuer ou bien à combattre. On va mettre soit un petit morceau ou bien une petite caractéristique qui va permettre de développer les anticorps. Et le troisième, qui est totalement nouveau, qui est qui a été fait la première fois, c'est par rapport à l'ARN messager. Donc, voilà les différents types de virus de vaccins qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Bon, je vais de façon plus spécifique parler des vaccins, puisque c'est en fait l'esprit de notre intervention, c'est de travailler un peu
et de présenter un peu tout ce qu'on a aujourd'hui comme vaccin pour la COVID-19. Actuellement, sur le marché, il y a plusieurs études qui sont développées par des laboratoires totalement différents. Donc, nous avons, par exemple, si je prends le cas l'exemple du vaccin à ARN messager, ce vaccin concerne le vaccin développé par le laboratoire Pfizer. En fait, Pfizer c'est un laboratoire, mais ce n'est pas en fait lui, c'est le laboratoire qui a développé ce vaccin. Il a seulement racheté le brevet développé par un autre laboratoire qui s'appelle BioNTech. Donc, Moderna et Pfizer utilisent le principe ARN messager. Par contre, AstraZeneca et Johnson & Johnson, dont le vaccin s'appelle en fait Janssen, utilisent le principe du virus atténué dont j'avais parlé, c'est-à-dire qu'on prélève un virus étranger qui n'est pas du tout le virus concerné, et dans ce virus, on va essayer d'introduire une séquence du virus à combattre. Bon, il y a les Chinois aussi qui ont développé un vaccin. Le vaccin chinois s'appelle le Coronavac. Et ce vaccin chinois est développé à partir du premier principe dont j'avais parlé, qui consistait à prendre le virus même, le virus de la COVID, et à l'atténuer, à l'affaiblir et à l'injecter. Donc voilà, nous allons, à partir des 3 types de vaccins qui existent, nous pouvons attribuer à chaque vaccin fabriqué actuellement un des principes. Vaccin chinois Coronavac, fabriqué à partir du vaccin même, du virus même atténué. Les vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson, fabriqués à partir d'un autre virus et dans lequel on a introduit une séquence de la COVID-19, et les vaccins Pfizer et Moderna, qui sont les vaccins à ARN messager. Bien. Donc, à partir de là, je vais faire, à partir d'un petit tableau que j'avais élaboré, je vais vous parler en fait de l'efficacité et aussi de type de conservation, comment on peut le conserver. Si on prend le Pfizer, qui a été en fait développé par BioNTech, oui. Excuse-moi, François. Juste pour vous dire que j'ai un message de Zoom qui me dit que la réunion va se terminer dans 10 minutes. Donc, si ça se coupe, on se déconnecte, on se reconnecte avec... bon, je vais vous dire à un moment donné, pour qu'on se déconnecte tous, que je modifie la réunion et qu'on se reconnecte avec le même lien. D'accord. Bon, moi, j'ai pratiquement fini. D'accord, ok. Donc, je parlais de Pfizer, qui est un laboratoire, mais qui a développé un vaccin à partir d'un principe qui a été développé par BioNTech, qui est totalement expérimenté et qui est efficace aujourd'hui à 94,5%. D'accord. Sa conservation, c'est à moins de 70 degrés. Il faut le conserver à moins de 70 degrés. C'est pour cette raison que sa logistique demande beaucoup plus de travail. Vous avez le Moderna qui est ARN messager aussi, qui est efficace à 94% par rapport à tout ce qui a été fait et qui est conservable à partir à moins 20 degrés pendant un mois. Nous avons l'AstraZeneca qui est vecteur viral, c'est-à-dire qu'on prend notre virus et on traite avec, qui est efficace à 70%, mais on peut conserver déjà dans un frigo à 5 degrés. Et enfin, vous avez un vaccin qui est en cours, le Johnson & Johnson, qui est aussi un vecteur viral et qui est conservable aussi à partir de 5 degrés dans un frigo. Ce qui est bien avec ce vaccin, c'est que on a besoin seulement d'une seule dose pour avoir l'immunité. On n'a pas besoin, alors que tous les autres, il faut déjà les injecter 2 fois avant d'avoir une immunité totale. Il y a cette semaine, le patron de Pfizer qui même parlait d'une 3e vaccination pour le Pfizer pour avoir une immunité sur une longue durée, puisqu'aujourd'hui, les études n'ont pas
ne permettent pas aujourd'hui de savoir si une seule prise permet, ou bien 2 prises permet d'avoir une immunité sur plus de 6 mois. C'est pourquoi il avait parlé d'une 3e vaccination. Et je finis avec le Chili, qui est aussi qui est conservable à moins de 60 degrés aussi. Et Sanofi Pasteur qui est en train de travailler sur un vaccin qui n'est pas encore sorti et qui sera aussi servable à partir de 5 degrés. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup. S'il y a des questions, Donc, je vous propose, suis à vous. super, merci beaucoup François pour cette super présentation. Je vous propose tous qu'on se déconnecte et qu'on se reconnecte dans 1 minute, d'accord, pour attaquer la 2e partie. Merci à tous. À tout de suite. Boris? Oui? Moi, je serais pour qu'on attende de voir si ça va réellement couper. Ah, d'accord. Si Parce que ça parfois, coupe, on- oui, parfois ça… D'accord, très bien. Bon, ben, si tu veux, on peut attendre un peu. De toute façon, au pire, on aura juste qu'à se déconnecter et à revenir. OK? François est déjà parti, je pense. Ah, attends. Bon, je pense qu'il va se reconnecter. Donc, Franck est là. On va attendre François. Oh, oui, je suis là. OK. Voilà. Donc, François, merci pour cette super présentation. Donc, si les collègues, si vous êtes d'accord, on va donc essayer de débattre un peu, d'échanger un peu sur tout ce que François nous a apporté comme information et voir en quoi est-ce qu'on peut rapprocher cette situation de la situation togolaise. Voilà. Donc, si vous avez des questions, moi, j'aurais juste une première question à poser à François. C'est peut-être pas à François, mais à nous tous, mais c'est est-ce que, François, cette explication que tu nous as donnée, que tu as exposée de manière quand même très claire avec tous les différents types de vaccins qui existent et ensuite les différents types de vaccins qui ont été mis en place pour la lutte contre le Covid, est-ce que cette explication a été faite à la population togolaise? Est-ce que En ce qui me concerne, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu d'explication de façon détaillée. Parce que moi, j'ai eu à discuter, il y a eu un débat, on a fait un débat sur Facebook. Et au cours de ce débat, j'ai compris qu'il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu cette explication-là. C'est-à-dire que l'État togolais n'avait pas au préalable, parce qu'il faut savoir que, bon, Sename sera là pour me contredire ou pas. Moi, de ce que je vois du Togo, il manque vraiment des débats. C'est-à-dire que l'outil aujourd'hui médiatique n'est plus utilisé à faire de la pédagogie et Exactement. à débattre sur des sujets. Okay. Voilà. Il y a quelques chaînes de télévision qui font des débats, mais je crois que c'est beaucoup plus politique que de mener aujourd'hui au Togo des débats culturels ou des débats scientifiques. Donc, de ce que j'ai entendu de Lomé, il n'y a pas eu ça. Et c'est pour cette raison que les gens, en apprenant, parce qu'il faut savoir que au Togo, on n'a eu que l'AstraZeneca. Le Togo n'a pas n'a pas acheté l'AstraZeneca que nous avons reçu. Nous avons reçu c'est le système COVAX de l'OMS qui a permis, avec les Européens qui ont racheté et distribué des vaccins à des pays pauvres. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas anticipé au Togo en achetant, comme l'a fait le Maroc. Le Maroc, aujourd'hui, fait partie en Afrique des pays qui ont atteint un taux de vaccination très élevé parce que le Maroc avait, dès le départ, en attendant COVAX, avait lui-même déjà commencé à acheter des vaccins, à commander des vaccins. Donc, ce que le Togo n'a pas fait. Donc, on a attendu le projet COVAX pour avoir des dons de l'OMS et je crois même qu'ils sont actuellement en rupture de stock. Depuis la semaine dernière, ils disent aux gens qu'ils font une pause pour évaluer le vaccin, mais c'est faux. C'est parce qu'ils n'en ont plus et ils n'ont pas anticipé. Donc, il n'y a pas eu cette pédagogie-là. Il n'y a pas eu cette pédagogie.